Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue pour cet atelier consacré au retour d'expérience sur la CSRD. Alors, il y a des entreprises qui ont en matière de reporting extra-financier, RSE et désormais de reporting de durabilité, une certaine expérience, celle notamment qui était soumise depuis 2002 à la loi NRE. Et puis il y a les autres, celles qui prennent de plein fouet la CSRD et qui doivent faire face à ce challenge. Pour cet atelier, nous avons choisi de vous présenter 3 cas avec 3 entreprises qui font partie de la deuxième vague, celles qui seront soumises sur l'année fiscale 2025 et qui auront à rendre compte en 2026. Et l'idée étant de partager avec nos invités leur retour d'expérience sur la mise en œuvre de cette CSRD. Pour cela, j'ai le plaisir d'être entouré d'Alexandra Manahi, qui est CSR Director and Chief Transformation Officer chez GreenYellow, de Chloé Vinel, qui est chez Talent Head of CSR Group, de Solène Garcin-Charcosset, qui est directrice de la business line RSE de Tenaxia. Anne Chorlin vous prie de bien vouloir l'excuser, des contraintes professionnelles de dernière minute l'ont malheureusement empêché d'être des nôtres, mais Anne nous a fait l'amitié de nous transmettre des vidéos que l'on va essayer d'incorporer du mieux possible dans le cadre de cet atelier. Première chose peut-être, une présentation de chacune des entreprises. Pour cela, je vais demander à Chloé de bien vouloir nous parler en quelques instants d'un mot, voire d'une courte tirade de Talent. Vous m'entendez correctement ? Ok, mais déjà bonjour, merci d'être là, enchantée. Moi c'est Chloé Vinel, je travaille pour le groupe Talent qui est un groupe international de conseil en transformation par le digital, l'innovation et le numérique. Voilà, merci beaucoup, très synthétique. Poursuivons avec Alexandra. Bonjour à tous, donc Alexandra Manahi et merci à l'équipe Tenaxia de nous recevoir aujourd'hui. Donc GreenYellow, on est en fait anciennement une business unit du groupe Casino, donc ça vous connaissez plus. Et en fait, on fait du solaire, de la transition énergétique. Donc on a 2 jambes, l'installation de centres de production solaire, de petites centrales solaires, et de l'efficacité énergétique par ailleurs. On est présent dans une quinzaine de pays dans le monde. On est une ETI parce qu'on a un peu moins de 1000 personnes. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, notre sujet cœur, c'est la décarbonation. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, normalement, Anne Chorlin devait présenter à son tour son entreprise. Je vais demander en quelques mots à Solène de nous présenter Tenaxia. Et quant à Anne, je lancerai une vidéo où elle présentera dans un premier temps son entreprise, Delpharm, et ensuite elle répondra à la première question que je devais poser au panel d'intervenantes, à savoir si le fait d'avoir anticipé, puisque vous l'aurez compris, si elles sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont anticipé l'obligation réglementaire à laquelle elles sont soumises, si c'était une excellente idée ou pas. Donc, en quelques mots, Solène, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous, Solène Garcin-Charcosset, directrice de la business line RSE chez Tenaxia. Donc, chez Tenaxia, on est cabinet de conseil et éditeur de logiciels sur les sujets HSE et pour les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, RSE et ESG, donc à la fois auprès des entreprises et des investisseurs. Voilà qui était concis. Passons donc à cette vidéo. Voici donc, si je ne dis pas d'annerie, Delpharm en quelques mots. Je vous laisse le temps de prendre connaissance de ce slide. Je vous vois très attentif. Vous êtes adepte de la lecture rapide. Je vais donc tout de suite lancer la vidéo. Je suis en train de lancer la vidéo. Quand on a fait le test, ça fonctionnait très bien. Bonjour, je suis Anne Chorlin, directrice HSE et RSE pour le groupe Delpharm. Delpharm, c'est un acteur international majeur dans la fabrication de médicaments. En gros, quand vous ouvrez votre armoire à pharmacie, vous pouvez revoir des comprimés, des sirops, des sachets, des suppositoires, des bains de bouche et autres. Il y a de fortes chances qu'un de ces produits ait été fabriqué sur un de nos 18 sites de production.
Le groupe Delpharm a eu un chiffre d'affaires d'1,1 milliard d'euros l'année passée. On travaille avec 170 clients qu'on livre dans plus de 130 pays. Et pour rendre cela tout possible, eh bien, on a 6500 collaborateurs qui sont localisés dans 5 pays que sont la France, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas et le Canada. Donc Delpharm a décidé de se lancer dans la grande aventure de la CSRD l'automne dernier, il y a à peu près 1 an. J'ai rejoint en fait le groupe en juin 2023. Et ça faisait partie de ma feuille de route d'appréhender la CSRD. Alors venant de groupe du CAC 40, j'étais plutôt habituée à la DPEF avec la collecte de données, des objectifs, des cibles, des indicateurs de performance. Et en lisant la CSRD, en décryptant tout ce qui allait arriver, je me suis rendu compte que c'est certes un avantage pour tous les sociétés qui étaient déjà aguerries dans l'exercice de la DPEF, mais pour une société comme Delpharm qui n'était pas du tout soumis à cet exercice par le passé, eh bien la feuille de route allait être très, très dense. Et c'est pourquoi, même si nous sommes soumis qu'à partir de 2026, nous avons décidé de commencer à initier la démarche afin de commencer à faire rentrer dans les habitudes, dans les us et coutumes, la collecte de données, le reporting, la vérification, le contrôle, toutes ces choses qui vont nous permettre d'être au rendez-vous en 2026. Très bien. Alors, pour les plus anciens présents dans cette salle, l'idée de devancer l'appel peut peut-être effectivement rappeler quelque chose, sous les drapeaux j'entends. Est-ce que le fait d'avoir devancé l'appel est un point que vous revendiquez en tant qu'aventurière de la CSRD? Est-ce que c'était important pour vous, Chloé, Alexandra, d'avoir pu prendre un peu d'avance sur le timing? Alors, pour moi, dans le cadre de mon entreprise, c'est sûr que ça m'a paru essentiel pour des raisons d'acculturation évidentes, exactement comme Anne. On ne fait pas partie des entreprises qui avaient forcément une culture du reporting. Donc, il a fallu que moi aussi, je me fasse à ces sujets normes. Et je ne pense pas qu'on puisse regretter d'anticiper un projet. Donc, c'est difficile de répondre non. Mais je pense exactement comme Anne que si on n'est pas habitué à cet exercice, il faut absolument anticiper pour se préparer soi et pour être capable de préparer les autres. Merci. Alexandra ? J'abonde forcément dans le sens de l'anticipation et des bienfaits. Du côté de GreenYellow, quand je suis arrivée il y a 5 ans, le E de RSE pour les collaborateurs, ça voulait dire environnement. Parce que comme on est une entreprise de décarbonation, voilà. On a fait un peu de chemin. On publie certes des rapports de façon volontaire depuis 5 ans, mais la marche du réglementaire, ce n'est pas quelque chose qui se digère du jour au lendemain. Tout en étant une opportunité, parce que le fait de finalement pouvoir anticiper, d'être vague 2 et non pas vague 1, c'est quelque chose qui va nous permettre de peut-être co-construire avec un écosystème autour de nous, de partenaires, de conseils, et puis de voir aussi ce qui se passe pour les premiers qui vont commencer à publier là, dans quelques mois, et nous permettre de prendre, nous, du recul pour notre propre publication qui va suivre. Donc oui, je ne peux que aller dans le sens de l'anticipation. Merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose, Solène, par rapport à ce que tu observes auprès d'autres clients de Tenaxia sur cette anticipation ? Oui, effectivement, l'anticipation, on ne peut que la conseiller également. Si on veut faire le travail de manière correcte, bien, et qui passe les fourches codines de l'auditeur après, c'est vrai que ce sont des exercices qui demandent un petit peu de temps. La double matérialité, le gap analysis. On peut commencer en parallèle de mettre en place sa collecte de données, mais en tout cas, c'est vrai que ça voilà, le temps une entreprise qui n'abordait pas ces sujets auparavant, il y a une phase de découverte importante, de compréhension des sujets, et après de mise en place. Et c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps de bien tout appréhender. Donc l'anticipation me semble clé. Alors finalement, si effectivement, sans grande surprise, l'anticipation, tout le monde en retire du positif. Néanmoins, moi j'aimerais que vous précisiez un petit peu si, en ayant anticipé comme vous l'avez fait, vous avez eu de bonnes surprises par rapport à ce que vous imaginiez. Et si vous pouvez éventuellement nous faire part de quelques déconvenues, mais étant quelqu'un d'éminemment positif, je vous demanderai d'insister sur le positif, mais n'hésitez pas à nous parler éventuellement des mauvaises surprises.
Alors, sur l'anticipation, ce qui est bien évidemment positif, c'est que ça nous laisse le temps d'en parler. Bon, j'ai pas trop envie d'anticiper aussi sur les prochaines discussions qu'on va avoir, mais le fait d'anticiper, ça nous permet de commencer à poser notre graine un peu partout. Ça nous permet de nous informer. Par contre, attention, par l'anticipation, on a tous commencé à lire les informations, mais tout n'était pas publié. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient au fur et à mesure. Donc, l'anticipation, ça nous a permis de suivre au fur et à mesure l'activité, de commencer aussi à intégrer ça dans les budgets pour l'année d'après. Donc oui, c'était positif d'avoir quand même un poids, quelque chose qu'on pouvait présenter pour une fois sans passer par du attention, faut tout de suite y aller, on est en retard. Oui, parce que finalement, cet aspect budgétaire, dans certaines entreprises, il n'y a pas de ligne budgétaire consacrée à tout ce qu'implique la CSRD. Non, effectivement. Après, à mon sens, quand on gère des projets d'aussi grande ampleur, on essaye d'anticiper quand même toujours sur l'année d'après, en fonction de l'actuel, en fonction de ce qu'on a vu, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Là, c'est vrai que moi, dans ma fonction, bien évidemment, c'était une vague on va pas se mentir, qui me terrorisait. Je me suis dit, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ? Ça a l'air de bien aller pourtant. Hein. Là, ça va mieux, parce que j'ai anticipé. Et du coup, c'était ça qui était hyper positif. C'est de me dire, bon, c'est bien. Donc là, tu prends le bon bout. Tu vas pouvoir anticiper sur les conseils, sur le budget. Est-ce que tu as besoin d'un outil ? Est-ce que tu n'as pas besoin d'un outil ? Est-ce que tu as besoin d'experts qui t'accompagnent ? Est-ce que tu es capable de le faire en interne, de former tes équipes ? Et en fait, ça, c'était hyper positif. Et le fait de le savoir, de l'anticiper, j'ai pu en parler avec les patrons. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Alexandra ? Alors, pour répondre à l'injonction, je me suis forcée à noter des choses positives. Hein. Non, parce que bon, les guides de l'EFRAG, tout ça, on ne peut pas tout à fait parler de bonnes surprises. Alexandra, parce qu'on nous a tellement présenté la CSRD comme étant la pire avanie, le pensum chronophage, inutile, onéreux. C'est intéressant de voir que ça engendre quand même des aspects positifs. Alors, allez-y. Il y en a. Une fois la lecture passée, alors peut-être la première bonne surprise, c'est de comprendre qu'il y a une notion de progressivité. On n'a pas besoin d'être parfait du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment un message qui est passé de façon un peu universelle par tous les acteurs. Ce qui est très important quand on est une ETI, a fortiori une PME derrière. Et puis on le voit dans la manière dont les guides de l'EFRAG aussi sont publiés. On a commencé sur des choses générales qui vont aller petit à petit vers des choses spécifiques, sectorielles. Donc il y a vraiment cette notion de progressivité qui est vraiment importante et qui est affirmée. La deuxième bonne surprise, c'est qu'on a pu observer des synergies avec des frameworks comme le CDP, comme EcoVadis. Et donc voilà, pour les entreprises qui avaient déjà entamé des démarches parallèles sur ces autres plateformes, ce sont des choses qu'on va pouvoir aussi réutiliser. Donc là encore, ne pas partir de zéro, c'est important. Et puis enfin, quelque chose qui est peut-être plus naturel dans le secteur de la RSE, parce que moi j'aime bien dire que le E de RSE, c'est écosystème, c'est qu'il y a vraiment une solidarité, je trouve, générale autour du sujet, que ce soit au niveau des pairs, que ce soit au niveau des partenaires. On sent que tout le monde a envie d'y aller ensemble et de co-construire. Et ça, c'est quand même une bonne surprise. Après, on va dire entre guillemets dans les mauvaises surprises, d'une certaine manière, c'est que tout cet élan de CSRD vise d'une certaine manière uniquement que les entreprises européennes, ce qui pour un acteur comme nous, très international, est aussi une des limites quand on sait que toute la dimension de supply chain amont, etc., sera clé. C'est de se dire comment est-ce que la CSRD va pouvoir aussi permettre au-delà des barrières, des frontières de l'Europe. Voilà. Ok, merci beaucoup. Solène, tu vas te faire la porte-parole d'Anne Chorlin. Oui, exactement. Elle nous a laissé quelques notes sur ces bonnes et mauvaises surprises qu'elle a pu constater sur la mise en place de la CSRD. Alors là où elle était plutôt contente, c'était de voir qu'en interne, en fait, ça a plutôt bien pris et ça a bien motivé, avec notamment une bonne implication de son COMEX sur ce sujet, mais également des fonctions support comme les achats, qui n'étaient pas forcément les premiers sur le sujet avant, et même le support des sites.
Donc, je pense qu'elle a dû faire preuve d'une bonne pédagogie pour que ça puisse bien percoler dans tous les points. Et finalement, faire de la CSRD une opportunité pour faire du groupe un acteur responsable et durable. C'est moins bonne surprise. Alors, il y avait la question, effectivement, de on ne peut pas tout faire d'un coup. Il va falloir prioriser les actions parce que je pense qu'effectivement, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et puis, le sujet finalement, le volume de data qu'elle va devoir collecter et traiter, elle n'avait peut-être pas anticipé autant. Cette notion de progressivité, elle est tout à fait importante. Hier, Tenaxia a organisé un atelier intitulé Audit de la CSRD des plans de transition. Nous avions les interventions de 2 CAC et d'un ETI qui étaient bien en accord sur l'idée de la progressivité qu'il faudrait, je dirais, prendre en compte au niveau des auditrices et auditeurs demain. On entend un petit peu la peur finalement de l'effet couperet de l'audit, mais il y a quand même vraiment cette logique d'appréhender la CSRD en fonction, je dirais, de la capacité des entreprises à répondre aux différentes injonctions. On va maintenant passer sur un autre sujet. Quand nous avons préparé cette table ronde, Alexandra, tu as insisté sur l'idée de ne pas dissocier la CSRD de tout ce qui avait été quand même réalisé en amont, notamment au sein de ton entreprise. Effectivement, parce que de façon hyper pragmatique, nous, on est un peu moins de, on va dire, 3 ETP à gérer la RSE pour tout Grignello. Là, vous avez derrière moi un peu on va dire les points saillants de notre démarche RSE. Et quand on se dit, bon, il y a la CSRD qui arrive, il ne faudrait pas que tout notre temps soit juste passé à faire un rapport super complet, compliqué, à passer des heures au carré sur le reporting, les datas. Pourquoi ? Parce que on a une vraie démarche RSE à mener avec des enjeux de décarbonation, comme vous le voyez là, mais des enjeux sur la diversité et l'inclusion, des enjeux sur les achats responsables, etc. Et donc, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de s'assurer qu'on utilise en fait la CSRD comme un moyen de catalyser ce qu'on fait sur notre roadmap RSE. Et donc la première chose, c'est évidemment sur tous les enjeux de décarbonation, puisque dans la CSRD, il y a quand même tout un pan autour du bilan carbone, qui demain en plus sera audité, etc., et qui va venir encore plus soutenir notre raison d'être. Mais aussi des éléments où on va essayer de faire davantage converger des choses entre la CSRD qui va nous parler de matérialité et qui va nous permettre aussi de revisiter peut-être nos roadmaps RSE qu'on voulait peut-être un peu complètes sans lui donner peut-être tant de relief que ça, ce qui va nous aider aussi à mieux prioriser. Donc voilà, là encore, c'est vraiment utiliser ce framework de la CSRD comme un moyen d'agir de façon plus efficace, avec plus d'impact. Et puis aussi utiliser la CSRD pour booster des choses, voilà, comme catalyseur. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore, on faisait partie du groupe Casino. Et depuis un peu moins de 2 ans maintenant, on s'en est détaché. Donc il y a plein de choses qu'on construit en interne. Je pense à des sujets RH, des sujets compliance qui avant étaient portés par un groupe, une maison mère. Et la CSRD, c'est le bon moyen en fait de les remettre à l'avant de la scène et de dire on y va maintenant et on a une bonne raison d'accélérer sur ces sujets. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de c'est pas la CSRD à tout prix, c'est comment la CSRD vient alimenter une roadmap RSE. Ouais, d'ailleurs, en ce sens, j'évoquais hier que c'est un peu dommage qu'on l'ait appelé Corporate Sustainability Reporting Directive. Ça aurait été peut-être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus acceptable de l'appeler Corporate Sustainable Transition Directive, puisque finalement, la finalité n'est pas de faire un reporting. La finalité, c'est de s'engager sur des plans de transition, de mettre en œuvre tous les aspects très positifs d'une politique RSE assumée, incarnée, intégrée et pilotée. On voit sur ce slide, Alexandra, la feuille de route finalement qui avait été définie au sein de l'entreprise. Ça tient bien ? Oui, ça tient bien. Effectivement, le planning là, commence en août parce qu'on l'a présenté récemment. En réalité, on a commencé dès le début de l'année en fait, à mener cette démarche de la CSRD au sein de Grignello. Il y a une étape là qui ne figure pas, et j'en parlerai un petit peu après sur la double matérialité qu'on a fait à l'échelon de la filière des ENR en France, qui a été une étape qu'on a commencé au mois de février cette année. Mais effectivement, c'était important de se donner cette vision sur quasiment 2 ans pour y arriver avec, on le voit, il y a pas mal d'éléments, des éléments qui vont revenir, des éléments qui sont en continu. Mais oui, on tient, pour l'instant, on tient. Bravo.
Chloé, Solène, vous voulez ajouter quelque chose en complément de l'intervention d'Alexandra? Une question peut-être, Bertrand? Je voudrais pas paraphraser, on a des types Non. Par rapport en fait à cette capitalisation sur ce qui a été mis en place en matière de RSE, on jette pas le bébé avec l'eau du bain chez Talent? Non. En fait, nous, ce qui a été, en fait, il y a eu des synergies, il y a eu des aussi, comme tu disais, des plans d'action qui se sont mis en place. Nous, on est tout à fait alignés aussi avec le plan qu'on a pu mettre en place et qui fait aussi écho à l'anticipation qu'on a eue excusez-moi, dans la feuille de route. Oui, dans la feuille de route, moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est de pouvoir mettre des liens avec des personnes qui ne pensaient même pas que leur métier avait un impact sur la RSE. Et aujourd'hui, ça permet d'acculturer et encore de faire monter la RSE au niveau de la gouvernance et au cœur de l'entreprise. Donc finalement, la CSRD, elle a une grande vertu, c'est de retirer le côté très silo qu'on a pu rencontrer dans certaines entreprises dans la mise en œuvre de la RSE. Alors, à mon sens, on a tout fait pour que justement ça évite ce niveau silo. Très tôt, dès qu'on a mis en place de manière volontaire la structuration de nos enjeux, parce qu'en vrai, la RSE, tout le monde en fait. Vu que ça touche tout le monde fait de la RSE, c'est pas nouveau. Ce qui a été plus engageant, c'est de le structurer, de se poser des engagements, de se mettre des objectifs, de structurer par piliers. Et donc, en fait, justement, le fait de commencer à être dans une structure, bien sûr, on éclabousse tout le monde. En fait, ça ne peut pas être par silo. Si on commence à regarder l'ampleur de la RSE, oui, on va aller voir un directeur achat, oui, on va aller voir un directeur de l'IT, oui, on va... Et en fait, on ne peut pas fonctionner par silo. C'est impossible. Et encore moins avec la CSRD. Et je ne l'ai pas forcément évoqué, mais c'est effectivement l'une des plus grands atouts et opportunités de cette CSRD. Merci beaucoup, Solène. Est-ce que tu nous fais le porte-parole de Dan ou est-ce que tu as quelque chose, toi, à ajouter, si tu le souhaites? Pas d'information, Dan, sur ce point. En revanche, effectivement, on le voit aujourd'hui, les directions RSE sont un petit peu focalisées CSRD. Elles essayent de raccrocher la RSE telle qu'elle était avant à la CSRD pour ne pas juste être sur un exercice purement réglementaire actuellement. Ça prend du temps quand même pour elles, donc c'est vrai qu'elles n'ont pas toujours l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, c'est l'occasion d'une revisite aussi de la démarche RSE, de se dire peut-être qu'il y avait certains sujets qu'on abordait moins ou pas peut-être, et qu'il faut peut-être remettre à l'ordre du jour. Et puis effectivement, il y a une évolution, on le voit sur la gouvernance aussi des sujets. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Alors justement, la gouvernance, on voit que sur ce slide chez GreenYellow, on termine la feuille de route par l'implication de la gouvernance. Un des points fondamentaux de la CSRD, c'est l'implication de la gouvernance. Est-ce que, Chloé, tu peux nous dire un petit peu comment la chose s'est mise en place au sein de Talent? Oui, alors le fait de justement être déjà rentré dans une démarche de structuration, on avait une nouvelle gouvernance qui s'était faite déjà en 2023. Donc on avait aussi au sein de l'entreprise des gouvernances bien prédéfinies auxquelles je pouvais intervenir déjà sur où on en est des plans d'action, où on en est notre timeline sur les projets environnementaux, sociaux, éthiques. Donc j'avais déjà une porte d'entrée sur les différentes gouvernances. Et quand je parle des différentes gouvernances, c'est pas que celle qui est au top niveau, enfin au haut du sommet. C'est des gouvernances de comités de direction, des comités de managers. Après, on avait des comités de zone parce que effectivement, on est une entreprise internationale. Et il était là tout l'enjeu, c'est justement de faire comprendre à nos comités qui sont non européens qu'ils sont aussi embarqués sur le sujet. Et oui, forcément, quand j'ai vu que dans la CSRD, on parlait d'aspect européen, il a fallu acculturer assez vite ma zone Amérique qu'ils seront embarqués avec nous parce qu'on est une entreprise française et du coup qu'il y a le droit territorial qui s'applique. Et donc, en fait, dès 2023, quand j'ai pris connaissance un peu plus, j'ai commencé à prendre confiance sur les sujets du CSRD, de la conformité, ce que ça allait impliquer. À chaque comité de direction, même si ce n'était pas le sujet,
je plaçais le mot CSRD. Voilà. Que si je parlais d'un rapport, je leur présentais le rapport, je leur disais par contre, l'année prochaine, ça va changer. Et tout le temps, en fait. Il ne faut jamais s'arrêter d'en parler parce que je voulais absolument qu'ils se familiarisent avec les termes ESRS, IRO, opportunité, impact. Il fallait, c'était très très important parce qu'aujourd'hui même en ayant répété 10 fois, il y en a encore qui sont capables de me poser la question. Donc effectivement, et on s'est tout de suite mis en ligne de route, même l'équipe. Dès qu'on commençait un atelier, on se disait bon, ok, bon, ça c'est bien. Est-ce que en plus ça profite à la CSRD, et ça nous permettait à chaque fois d'en reparler en gouvernance et d'en parler même au board. Enfin, il y a quand même une fois où j'interviens au board pour parler des projets. De leur mettre une petite ligne sur 2025 et leur dire voilà, le plan 2024-2025, il y a aussi une ligne CSRD. Donc dès fin 2023, j'avais déjà présenté un plan 2024-2025 avec une ligne conformité rapport. Donc beaucoup d'imprégnation, beaucoup de répétition, d'information, de communication, de la sensibilisation et de la formation également. Ah oui, alors j'ai imposé. Non, mais il a fallu quand même que je leur explique. Hein. Non, il ne faut pas hésiter à leur imposer. Mais oui, mon directeur qui a une fonction pas que RSE, donc forcément il a un agenda très pris. Pour moi, il était impossible, impensable qu'il ne soit pas formé par des experts à la CSRD. Je me dis pas, je me sous-estimais pas capable de pas lui expliquer, mais là on rentrait trop dans un rouleau compresseur tous. C'était important pour moi que ça soit pas que mes mots, ça soit des mots d'experts qui lui fassent comprendre que c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est important, ça va vous impliquer. En fait, c'est pas juste les équipes de RSE, c'est pas juste la responsable achat qui doit faire de l'achat responsable. Là, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise qui va être impliqué. Et peut-être même encore plus la gouvernance, en fait. Donc, parce qu'on va repenser business, on va repenser business plan, on va repenser comment on produit. Donc j'ai réussi. Mon directeur éthique groupe, qui s'occupe des conformités, mais qui sont beaucoup plus liées à des conformités de business. Mon DRH VP président, il a été aussi, je les ai pris les deux en formation et on a été se faire former à la CSRD tous les trois. Super, merci beaucoup pour ce retour. D'un mot, Alexandra et Solène, parce qu'on a encore 2 sujets à traiter, il nous reste un quart d'heure. Si on veut laisser 1 minute ou 2 pour des questions, on y va. Sur la gouvernance, ce que je peux dire, la première chose, c'est que chez GreenYellow, la RSE, elle rapporte au président de l'entreprise. Donc ça, c'est super important. Et effectivement, quand je suis arrivée il y a 5 ans, il n'était pas question de faire autrement quand j'en ai discuté avec Otman Haji, notre président et fondateur. Et c'est quelque chose qui, du coup, va d'autant plus nous permettre d'avancer, on va dire, sereinement. Ce qui fait aussi que, de facto, quand on veut faire une analyse de double matérialité, tout le COMEX répond présent. Quand on a besoin de les sensibiliser, parce que comme toi, effectivement, ça a été un sujet. On a fait appel, nous, donc on a 2 investisseurs private equity que sont Tikeo Capital et Ardian. Et Tikeo est particulièrement moteur, et c'est eux qui sont venus en fait dispenser la formation directement au comité exécutif. Et donc ça, c'est aussi des éléments qui nous permettent, mine de rien, de marquer des points et de semer des graines. Et je pense que chez nous, la CSRD, la première fois que je l'ai mentionné, c'était peut-être il y a 3 ans, dans une slide, un petit peu en passant par la Lorraine, en leur disant « attention, ça va peut-être arriver ». Mais ce qui fait que voilà, désormais, c'est bien présent dans leur esprit. Et autre chose sur la gouvernance, alors ce qu'on voit là, il y a une ligne qui s'appelle comité CSRD. Ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que en fait, notre sponsor au niveau du COMEX, alors ce n'est pas le président, c'est le DAF Group, super important. Lui-même aussi très moteur, c'est lui qui a levé la main. Je n'ai pas eu besoin de trop appuyer là-dessus. Et c'est évidemment clé parce qu'il y aura des synergies entre la partie financière et la partie extra-financière qu'il faut avoir en tête. Ce sont 2 exercices qui vont être audités et voilà, il y a des dynamiques très similaires. Et enfin, le comité CSRD, chez nous, c'est finalement un collectif, si je caricature, un ESRS, une personne. Voilà. Et ce sont des gens que du coup, alors j'ai pas le mot en français, mais c'est empower de leur sujet et qui demain vont être vraiment les garants. Donc c'est pas l'équipe RSE, mais qui vont être les garants que du coup leur ESRS arrive à vivre au sein de GreenYellow. Voilà.
Merci beaucoup. Solène. Alors, pour être porte-parole d'Anne très rapidement, donc elle mentionnait aussi que dans son entreprise, elle a la chance d'avoir un COMEX qui est très impliqué et dont elle fait partie. Donc, en fait, elle peut très régulièrement aborder le sujet, ce qui permet forcément de faire avancer aussi plus facilement le sujet. Et en revanche, pour continuer la structuration, elle attendait ses résultats de gap analysis pour voir justement un petit peu quels étaient peut-être les points qui étaient non couverts, les points qui étaient déjà couverts, pour avancer un peu plus loin. Donc ça, c'était pour être porte-parole d'Anne. Pour être plus porte-parole des entreprises en général, donc dans notre étude, on a posé quelques questions sur les sujets de gouvernance. Et effectivement, on a des résultats qui étaient intéressants cette année. Déjà, on a 89% des entreprises interrogées qui ont répondu qu'aujourd'hui, ils avaient un ou plusieurs membres des COMEX, CODIR, conseil d'administration dans l'équipe projet CSRD. Donc pas juste comme avant sur la DPF, on lit à la fin, on pose un tampon, mais vraiment participer au sujet. Et on voit que la formation et la sensibilisation aussi ont augmenté. Plus de la moitié des entreprises ont sensibilisé leurs organes de gouvernance, un tiers les ont même formés. Donc ça va effectivement dans le sens de c'est un vrai sujet à comprendre. En conséquence de quoi, un tiers des entreprises ont vu une amélioration de la prise en compte des sujets RSE par les organes de gouvernance, donc une meilleure intégration des sujets. Donc c'est plutôt un co-bénéfice de la CSRD, c'est quand même une meilleure implication de la direction, et notamment effectivement des DAF. On le voit beaucoup, ce travail commun DAF-RSE, voire même une co-responsabilité du sujet dans certaines entreprises. Juste parler dans le sens de ce que tu dis, notre COMEX, c'est 6 personnes, il y en a 3 au comité CSRD. Bravo. Pareil. Encore. Bravo. Non, mais ce sont des retours intéressants, me semble-t-il, si on veut véritablement... Parce que mettre en œuvre le reporting avec les membres du COMEX, c'est bien, mais derrière, il y a toujours ces logiques de s'engager sur des plans de transition, de penser donc aux investissements et dépenses à mettre en œuvre, et donc en les ayant tout de suite embarqués, ça serait quand même beaucoup plus efficient pour la suite. On va maintenant aborder un sujet qui est très important quand on parle de CSRD, qui est le socle de la CSRD, qui pose les fondations de l'engagement de l'entreprise à s'engager dans la transition, c'est l'analyse de double matérialité. Pour cela, nous allons voir une vidéo qu'Anne nous a transmise hier soir. On verra après le défi de la donnée. Pour rester dans le timing, on va certainement, je vous demanderai à chacune de réfléchir un petit peu au sujet pendant cette intervention vidéo pour que vous nous donniez un petit peu votre retour d'expérience sur les données. OK. Évaluation des points de données, où vous en êtes au niveau des données, de leur collecte, etc. Alors, effectivement, à la lecture de la CSRD, on se rend bien compte que la double matérialité va être un élément fondamental. Parce que c'est ce qui va nous permettre de structurer notre démarche de durabilité. Nous, chez Delpharm, on l'a vu comme une opportunité de pouvoir dialoguer avec nos parties prenantes, telles que nos investisseurs, nos clients, nos collaborateurs, des fédérations du secteur, afin de pouvoir échanger avec eux sur les enjeux de durabilité et de répondre également, d'identifier davantage leurs attentes. Dans certains cas, on les connaissait très bien, mais ça a permis quand même d'initier ce dialogue. Et ça, je pense que c'est une force dans ce sens-là, la double matérialité. Alors pour ce faire, on s'est fait accompagner, car lorsqu'on commence à regarder les différents ESR, la méthodologie, se sentir un peu démunis. Donc on s'est fait accompagner afin de pouvoir mener déjà dans un premier temps le mapping de notre chaîne de valeur, de pouvoir également mener des interviews, des questionnaires auprès de nos collaborateurs. Et ensuite, pas mal d'échanges et de groupes de travail ont été menés avec notamment des membres du comité exécutif, mais également avec des fonctions support, afin de pouvoir échanger aussi sur leur vision, qu'est-ce qui était matériel, pas matériel, qu'est-ce qui était un risque, une opportunité, quels étaient les impacts. Et tout ça nous a permis d'identifier donc ces impacts, risques et opportunités qui sont dits matériels au sens de la CSRD. Et ça nous permet maintenant, aujourd'hui chez Delpharm, de structurer notre démarche RSE, d'affiner
la stratégie qu'on avait déjà plus ou moins en tête. Là, pour le coup, c'est très factuel parce qu'on s'appuie dans un premier temps sur ce qui va être matériel. Maintenant, il va falloir mettre en place des plans d'action, des politiques, et puis de collecter la donnée qualitative ou quantitative. Alors, on va pas être bon du premier coup en 2026, ça, on en est persuadé. On va s'améliorer dans le temps. Mais déjà, on commence à, grâce à cette première étape qui, pour moi, est vraiment fondamentale, à initier notre démarche et notre aventure vers la durabilité pour faire de Delpharm un acteur durable et responsable. Une petite précision, hier, lors de l'atelier consacré donc à l'audit de la CSRD, les deux CAC et l'ETI présents ont insisté, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, sur l'idée de progressivité qui était bien admise. En revanche, pour l'analyse de double matérialité, sur lequel ils se sont exprimés assez longuement, qui serait au cœur de leur diligence, qui fait d'ailleurs, je dirais, l'analyse de double matérialité aujourd'hui est au cœur des premiers échanges qu'ont les CAC et les ETI avec les entreprises pour lesquelles ils vont faire la vérification, c'est que les analyses de double matérialité à dire d'experts, comme on pouvait les accepter sous l'ère des PEF, ça c'est fini. Une analyse de double matérialité, elle se fait selon le SRS qui en définit les modalités. Donc c'est hyper important à prendre en compte. Ce n'est pas parce que vous avez fait cette analyse de double matérialité avec un excellent professionnel, mais qu'il l'a fait à sa sauce, que ça sera accepté. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que les entreprises sont vraiment challengées. Challengées sur les heroes, challengées sur les enjeux, sur la méthodologie, sur le respect de ce qu'il convient de mettre en œuvre. Donc j'attire votre attention sur ce point. On va terminer en parlant maintenant des données. On parle du défi de la donnée parce que la donnée, encore faut-il qu'elle existe. La donnée, encore faut-il que l'on sache où elle se trouve. La donnée, encore faut-il qu'elle soit robuste, qu'elle soit collectable, qu'elle soit fiable, qu'elle soit garante de la transparence requise. Donc j'aimerais bien que Chloé puis Alexandra, vous puissiez nous dire un petit peu votre point de vue sur cette prise en compte de la donnée. Puis je te proposerai peut-être, Solène, de conclure sur ce point de la donnée. Alors nous, la chance qu'on a eue dans ces sujets de collecte, c'est que vu qu'on avait anticipé une démarche volontaire, on s'était mis dans un sujet de collecte, c'était la deuxième année, là, en 2024. On avait anticipé le fait de mettre un outil. Dans un groupe international, les fichiers Excel, c'était plus possible, même pour des sujets agréable pour nos collecteurs. Il fallait qu'on puisse s'appuyer sur un outil fiable qu'on a paramétré avec nos informations. Donc, nous, la donnée, effectivement, on essaye aussi d'acculturer parce qu'on parle beaucoup de la double matérialité. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vos entreprises ou pour les vôtres, mais moi, c'est peut-être le point qui va le plus m'inquiéter parce que, comme je vous disais, on n'est pas dans une culture du reporting, on n'a pas fait de NFRD, on a fait un rapport volontaire, on s'est battu pour les données sur lesquelles on s'était engagé, bien évidemment, c'était très important pour notre rapport. Par contre, là, c'est des nouvelles données. Que peut-être, enfin, j'attends mon gap analysis, mais je me doute bien que je vais me retrouver avec des nouvelles. Et c'est pas la même chose de demander de la donnée à une équipe en Espagne qui est 50 à une équipe aux États-Unis, Canada, qui représente déjà 500 personnes. Et je pense que la data, effectivement, c'est un des points qui va être très important pour être intervenu à d'autres conférences. Il y avait même des auditeurs qui disaient, au-delà de l'aspect données collecte, c'est notre capacité de contrôler. Donc, je porte-parole de cette personne aujourd'hui parce que ça m'a vraiment tilté quand il l'a dit. Collecter, c'est bien. Par contre, là où vous allez être aussi beaucoup jugé par les auditeurs, c'est votre processus de contrôle. Et en fait, là où, à la rigueur, j'ai anticipé sur des sujets de matérialité, budget pour mettre en place, me faire accompagner, j'avais un peu moins anticipé cet aspect processus de contrôle qui va presque falloir rédiger, en fait, pour que ça soit clair pour soi, pour les autres, et d'où l'importance. Après, ça dépendra des tailles, bien évidemment, mais à mon sens, l'impossibilité de faire sur un fichier Excel, quoi. Il va falloir qu'on
s'outille. Oui, on en revient à l'obligation vraiment de formaliser un protocole de reporting auditable qui garantisse finalement le sérieux du processus de collecte de données. Alexandra, on voit sur ce slide la façon dont les choses se sont passées chez GreenYellow. En quelques mots, tu peux nous commenter et apporter des compléments d'information ? Bien sûr. Si tu cliques, il y a une petite partie à droite. C'est vrai. On m'avait dit qu'il y avait une animation. Ouais. Et il y en a encore une derrière. Il y en a encore une derrière à droite. Mais simplement, effectivement, comme tu le dis, Chloé, le sujet data, c'est ce qui, un peu paradoxalement, en fait, fait le plus peur. Le comité exécutif il se dit mince, ils vont passer plein de temps à finalement enquiquiner toutes les business units sur tout plein de sujets, récupérer, couper les cheveux en 4, etc. Donc ça fait peur. Et c'est pour ça que un des premiers exercices qu'on a fait plus en matière, on va dire, de change management, finalement, c'est le dessin que vous voyez là, ce funnel, de dire, effectivement, il y a une base potentielle théorique de plus de 1000 indicateurs, mais en fait, pour GreenYellow, finalement, c'est plus que 210 à collecter. À date, actuellement, sur nos reporting volontaires, on fait 250 collectes sur plus de 10 pays. Donc, vous imaginez, il y a déjà une masse assez sympathique qu'on sait traiter. Mais le vrai enjeu, et là, c'est pas avec ma casquette RSE que je vais en parler, c'est avec ma casquette transfo, c'est qu'en fait, que pour arriver à avoir ces 210 points qui soient effectivement fiables, corrects, etc., c'est tout ce qui va être en dessous, là, parce que j'ai une autre slide qui n'est pas ici, mais où on voit Tenaxia au milieu, et puis il y a tous nos autres systèmes SI qui gravitent. Et en fait, c'est avoir la vision d'ensemble de l'infrastructure SI. Et quelque part, moi, ça fait 2 ans que j'y bosse dans le cadre du plan de transformation de GreenYellow, donc j'ai un petit peu une longueur d'avance sur le sujet, mais de se dire comment est-ce qu'on fait pour connecter un maximum d'outils, ce qui va nous permettre derrière d'avoir les pistes d'audit fiables, mais aussi d'aller plus dans le détail sur certains sujets et vraiment se raccorder aux métiers opérations, finance, RH, HSE, etc. Voilà. Et donc, c'est pas juste, j'ai 210 indicateurs. Non, c'est pas ça. C'est comment j'embarque de façon beaucoup plus globale toute l'infra de l'entreprise. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Solène, pour conclure ce point. Oui, alors c'est un point effectivement qu'on rencontre souvent, c'est la question de la gouvernance de la donnée en fait, qui va peut-être être un petit peu différente de la gouvernance de la RSE ou de la CSRD. C'est finalement qui a les données, où elles se trouvent, dans quel support actuellement. Est-ce que c'est déjà dans DSI? Est-ce que c'est sur du fichier Excel? Est-ce que c'est des factures papier? Qui va être responsable de la collecter, qui va être responsable de la valider, comment on consolide tout ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet important. On le voit parfois, certaines entreprises qui viennent nous voir, j'ai besoin de collecter de la data, et la première question qu'on leur pose, c'est comment vous avez organisé tout ça? Ah, on n'y a pas réfléchi. Donc il y a effectivement un travail à faire avant, à anticiper sur cette gouvernance de la donnée. Et la question de la fiabilisation est vraiment clé, effectivement. Ça, c'est un sujet pour les entreprises déjà soumises depuis un certain nombre d'années avec la DPEF. Elles le savent parce que ça fait partie des points qui sont vérifiés. C'est comment la donnée, finalement, est vérifiée. Comment on s'assure en interne que la donnée est vérifiée. Alors, on voit justement avec les DAF, notamment, une habitude de ce contrôle interne, des réflexions sur comment aussi embarquer le contrôle interne sur ces sujets de vérification de la data extra-financière. Donc, il y a aussi une évolution sur ces points-là que l'on voit. Donc voilà, c'était un peu les sujets que je voulais mentionner. J'ajouterais, avant de vous céder la parole, dans la salle, que hier, Thomas Guyot, qui est cofondateur de Tress, qui a rejoint le groupe Tenaxia il y a quelques semaines de cela, Tress, insistait sur la nécessité quand même dans le choix d'une solution logicielle, parce que finalement, Excel, aujourd'hui, plus personne fait sa compta sur Excel, à part des micro-entrepreneurs. Donc on imagine bien qu'aujourd'hui, pour faire de la comptabilité de durabilité, pour faire du reporting de durabilité, Excel, c'est vraiment, on atteint les limites. Pour les auditeurs, à moins de se doter de Doliprane pour pouvoir faire ces audits, ça va être compliqué. Donc il insistait sur la nécessité quand même de s'assurer de la capacité des solutions à pouvoir manier des centaines, des milliers de données. La robustesse des solutions pour pouvoir le faire lui semblait être un point assez déterminant. On n'a quasiment plus le temps. Vous auriez même peut-être avoir un mot de la fin, mais on va peut-être passer... Je vais quand même prendre un tout petit mot de la fin, Bertrand. Mais oui. Juste un point, mais plus personnel. C'est la dernière fois que tu animes une conférence ProDurable pour nous. Et donc, on te remercie grandement pour toutes ces années passées à animer ces conférences avec brio. Donc, merci de la part de Tenaxia. Merci beaucoup.
Et oui, c'était la 12e année et ça a été un grand plaisir de collaborer avec l'équipe et puis les intervenantes. Bon, je suis ému. Question de la salle. Il y a une question devant, monsieur. Je vais vous passer mon micro. Bonjour. Non, c'est bon. Une question derrière, une question devant. Alors, allez-y. une question très vite, très rapide, pratico-pratique. Donc, Cyril Jubert, moi, je travaille dans la certification financière pour la Commission européenne extra-financière et la Banque mondiale. Et on sait bien, on a étudié depuis 2021 la directive de l'EFRAG. Dans la chaîne de valeur, dans les 4 étapes, le plus important, c'est la chaîne de valeur. Et moi, j'avais une question très, très technique, pratique, on va dire. Dans cette interrogation de chaîne de valeur, tout peut être faussé. La double matérialité sera fausse, les ECSRS seront faux, le gap analysis sera faux, et derrière, on n'aura pas un rapport de durabilité qui sera validé par les FRAG et signé. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est quel type de données ont été les plus difficiles à collecter lors de l'interrogation de vos parties prenantes, et quel blocage spécifique avez-vous rencontré dans la définition des priorités en lien avec la double matérialité? Parce que j'ai vu quelques confrères à vous me sortir des doubles matérialités où vous aviez par exemple 2000 salariés et 60 réponses. S'ils peuvent faire une double matérialité et un gap analysis avec ça, je leur dis bravo, mais le rapport sera complètement bidon. Donc c'était une question bienveillante, parce qu'on est tous d'accord pour que c'est un game changer, la CSRD, mais c'est vraiment quelque chose pour moi d'important, parce que derrière, on va avoir de grosses surprises. Allez, Alexandra, je te sens fin prête. Je plonge. On ne va pas être parfait, day one, je le rappelle. En fait, je vais parler pour GreenYellow, mais aussi d'une manière plus générale pour les énergies renouvelables en France. Ça fait maintenant plusieurs années que, de façon collective, on travaille ensemble sur ce qu'on appelle les achats responsables, donc notre chaîne amont. Parce que finalement, nous, on est un acteur à la fois grand et petit. On est un des leaders du décentralisé mondial. Et en même temps, pour certains de nos fournisseurs, on représente pour les plus gros, au mieux 1 pour 1000 de leur production annuelle. Donc autant dire que faut être humble. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et typiquement, dans les analyses de DMA, oui, les fournisseurs font partie du panel qui est identifié. Ça fait partie de l'éducation qu'on se doit de mener en tant qu'entreprise française. Et là, je parle plus spécifiquement de fournisseurs chinois qui aussi ont compris qu'il y avait un enjeu de la CSRD, que s'ils n'avançaient pas sur le sujet, probablement pas à horizon de 3 ans, mais probablement 5-10 ans, on achèterait beaucoup moins chez eux, etc. Et donc, ça fait partie des enjeux majeurs qui ont été identifiés pour notre filière. Après, est-ce que tout sera parfait? Est-ce que tous les indicateurs qu'on va publier dès la première année seront complets? La réponse, elle est non. Par contre, on y travaille. Solène nous rappelait hier que dans le cadre de la 12e étude que Tenaxia a réalisée sur les pratiques de reporting et rapports extra-financiers RSE de durabilité, seulement 7% des directions achats étaient impliquées dans la gouvernance de la CSRD. C'est donc dire qu'il y a encore une marge de manœuvre. Je lisais la semaine dernière dans Ouest France, qui est allé à la rencontre des fournisseurs de rang 2 et de rang 3, donc du Grand Ouest, mais qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas concernés. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a un grand travail d'acculturation à faire. Effectivement, on demande dans un premier temps de s'intéresser aux fournisseurs stratégiques, aux fournisseurs de rang 1, mais il faut savoir que pour les PME de rang 2, de rang 3, c'est encore un petit peu de la science-fiction. Donc il faudra essayer de travailler là-dessus. Monsieur, vous avez une question? Oui, bonjour. Ma question, c'était celle-là. On a parlé sur beaucoup de la partie data reporting, qui effectivement, il faut vraiment avoir un socle très solide pour la CSRD. Et ma question, elle est portée sur l'aspect influence de tous ces travaux sur la stratégie, puisque dans le cadre de la CSRD, on ne parle pas que du passé, on doit aussi donner des plans d'action sur ce qu'on va faire dans le futur. Donc voilà, ma question, c'est est-ce que jusqu'à ce jour, parce que vous êtes en anticipation, ça a déjà infusé sur la stratégie ou des plans d'action sur l'avenir? Je me permets, du coup. Alors, ce serait mentir de dire surtout. Mais par contre, ça permet vraiment d'impulser et presque de légitimer des projets qu'on a souhaités et qui étaient un peu dans le fond du tiroir, et du coup de dire allez, là, il faut vraiment y aller. On a identifié que ça pouvait être un risque ou ça pouvait être une opportunité. Moi, c'est dans le cadre de la double matérialité, en fin de compte, que je l'ai vu, parce que justement, le fait qu'on doive interviewer nos experts, même en interne, on a créé des ateliers et j'ai vu des directeurs entre eux
de se poser la question, se dire mais attends, mais du coup, tu es prêt à remettre ça en question et en fait, même eux, ils étaient eux-mêmes étonnés en fait, de se dire mais attends, mais je pensais pas que tu remettrais en question notre façon de produire ou tu avais envie de te lancer dans ces sujets d'offres. Et parce que voilà, on avait identifié une opportunité justement de développer une offre différente sur un ESRS. Et alors de là à vous dire que ça a mené à un plan d'action tout de suite direct, par contre ça a quand même posé une graine et j'ai vu des échanges auxquels moi-même je n'aurais jamais cru. Et aussi, bien évidemment, on parle de SRS, même sociaux. Bien sûr, les RH, ça les chamboule aussi. Donc, les IRO qu'on a identifiés, ils ne s'étaient peut-être pas posé la question comme ça. Et du coup, ils se sont dit, ah bah tiens, là, il va falloir qu'on s'engage un peu plus sur ce sujet. Et moi, à mon sens, ça ne peut pas ne pas faire réfléchir et ne pas lancer des plans d'action. Après, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on imagine, c'est sûr, mais ça fait bouger les choses en interne. Moi, où je pensais que ils allaient se dire que non, nous, on s'est lancé dans cet engagement, on peut pas le dévier. Non, en fait, ils se sont dit ok, c'est bien, donc on va prendre cet engagement, on va impliquer les sujets d'identification d'opportunités à ça. On ne l'avait pas vu sous cet œil-là, en fait, parce que ça apporte les sujets d'opportunités aussi beaucoup. On parle beaucoup des défauts et en fait, c'est souvent sur les zéro opportunités qui amènent du positif. On ne va pas se mentir. Les sujets de risque, ça les stresse. Mais nous, on ne fait pas ça. Oui, on le sait. Mais donc, en tout cas, c'est le but du jeu. Chez nous, ça fait bouger quelques lignes, oui. Alexandra, Solène, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point ? Je ne dirais pas que ça a donné d'inflexion à la stratégie, parce qu'une fois encore, ça revient au point sur l'anticipation. On est plutôt dans une continuité finalement avec notre roadmap RSE précédente. En revanche, c'est un catalyseur et parfois pour certains membres du COMEX, et je pense notamment au DAF Group, ça lui donne de nouvelles cartes en main pour aller par exemple chercher des financements peut-être plus compétitifs, ce genre de choses. Donc ça ne change pas foncièrement la stratégie, on faisait déjà des financements avant, on en fera après, mais ça va peut-être lui donner des éléments nouveaux, plus structurés, qui correspondent aussi mieux au monde financier. Et Dieu sait qu'on sait que la CSRD, c'est quelque chose qui repose sur beaucoup d'éléments financiers. Solène ? Oui, peut-être rapidement, on le voit avec des entreprises qui sont aussi moins avancées ou pour des entreprises qui sont très décentralisées, qui se rendent compte que finalement les politiques, c'est chacun avait un peu sa propre politique et qui s'interrogent sur justement comment on gère ces points-là. Est-ce qu'il faut qu'on centralise des choses, par quoi on commence, comment on priorise. Donc il y a effectivement des interrogations sur comment on fait bouger les lignes sur aussi la gouvernance et notamment les politiques. Mais avec le besoin de prioriser, ils ne vont pas pouvoir faire tous les chantiers en même temps, c'est sûr. Alors, pour conclure, moi j'ajouterai une chose, toujours en réponse à votre question, monsieur, c'est que dans le cadre de l'étude que Tenaxia a publiée hier, le panel de 208 entreprises, dont 63% de TI, nous dit que 48% des entreprises répondantes doutent de la mise en œuvre des plans de transition. Or, comme vous nous le rappelez, comme je l'évoquais tout à l'heure, la transition, c'est l'objectif de la CSRD. Alors moi, j'ai mis un vœu, finalement, je vais le faire, puisque c'est ma dernière apparition à ProDurable. Alors, certains en doutent. Hier, il y en a qui ont mis un billet en disant « on te revoit l'année prochaine ». Moi, j'aimerais que dans les entreprises, on arrête de dire « ah, c'est pas très RSE quand même ». Pour est-ce que ceci contribue à la feuille de route de notre transition ? Et ce n'est pas du tout pareil. J'en reviens toujours à cette notion de RSE assumée, incarnée, intégrée et pilotée. Sur ce, il me reste à vous remercier au nom de nos intervenantes que je vous demande d'applaudir. Très bon salon, et si vous souhaitez poursuivre la conversation, les intervenantes sont à votre disposition sur notre stand, le 245 et 247, si je ne m'abuse, pas très loin d'ici. C'est ça. À bientôt.